Bienvenue dans Tel Quel Talk, le podcast qui décrypte les enjeux politiques, socio-économiques et culturels qui façonnent le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes passés de 29 298 cas en 2017 à un peu moins de 8 950 en 2024. Les chiffres sont certes en recul, mais les mariages de mineurs persistent et concernent 98% des filles, pour la plupart déscolarisées et en situation précaire. Les conséquences désastreuses de ces mariages sont largement documentées et fréquemment dénoncées sans cesse par les ONG et plusieurs institutions comme le CESE, mais aussi par le ministère public lui-même, dont l'ancien président Hassan Daki, souvenez-vous, avait qualifié le phénomène en 2021 d'inquiétant. Peut-on ou alors doit-on interdire de manière formelle les mariages de mineurs ? Que révèle la persistance de ce phénomène sur l'évolution de la société marocaine ? Et puis, qui profite des dispositifs dérogatoires prévus par la Moudouana ? Pas mal de questions. On ouvre le débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et pour cet échange, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Rizlan Mamouni. Bonjour Rizlan. Bonjour Bouchra, merci pour votre invitation. Merci à vous Rizlan d'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes militante féministe, avocate et présidente de l'association Kif Mama Kif Baba. Et en face de vous, Soumia Namen Gsous. Bonjour Soumia. Bonjour Bouchra, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté Soumia. Vous êtes sociologue, écrivaine, professeure universitaire reconnue, auteur du livre pionnier Au-delà de toute pudeur, publié en 1988, il me semble, et qui n'a eu de cesse d'être réédité. Un livre, je le rappelle, qui revient sur la sexualité féminine. Et puis je rappellerai par ailleurs, je préciserai surtout que vous êtes un membre actif de la société civile. Oui. Merci Soumia d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'entamer ce débat, une précision importante, si vous le permettez mesdames, nous avons sollicité plusieurs voix qui défendent le maintien des exceptions permettant le mariage des mineurs et aucune d'entre elles n'a souhaité participer à cet échange. Peut-être une réaction d'abord, Rizlan Mamouni, sur cela. Écoutez, c'est bien dommage. J'aurais beaucoup apprécié débattre justement avec des personnes qui ont des positions contradictoires et qui puissent me contredire et faire valoir des arguments contraires. Je trouve que c'est dans ce type de débat qu'on a un impact transformateur, qu'on est dans la conviction, que ce soit des positions dont je suis convaincue ou des leurs. Et c'est dommage et c'est peut-être aussi révélateur de la faiblesse des contre-arguments, je dirais. Dommage. Comprenez-vous, Soumia Namen Gsous, bien que certaines personnes qui défendent le maintien du mariage des mineurs, en tout cas pour ce cas-ci précis pour notre émission, n'ont pas souhaité y participer. Oui, je trouve cela dommage parce que le débat est intéressant, enrichissant, et on ne peut avancer qu'à travers le débat. Peut-être que ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas assez d'arguments, ou alors qui sont complètement fermés, justement. Et je trouve que c'est dommage parce qu'aucun d'entre nous ne détient la vérité. Nous défendons des causes. Et moi-même, je vous dirais que sincèrement, la réponse pour moi n'est pas oui ou non. En tant que sociologue, en tout cas, en tant qu'être humain également, je pense que c'est assez réducteur de se dire oui, on est d'accord ou non, on n'est pas d'accord. On peut être d'accord, mais on peut être contre, mais. Et c'est ce mais qui est intéressant et qui peut faire avancer le débat, l'analyse du terrain et peut-être aussi les lois. Et on va déplier tout au long de cet échange entre vous, mesdames, justement, les nuances et les défis que représente le phénomène que nous abordons aujourd'hui, celui des mariages de mineurs. Je reste avec vous, Soumia Namen Gsous, et on va revenir, si vous le permettez, sur les chiffres dévoilés en septembre, il me semble, par le département de la justice. Le ministère, donc, qui avait annoncé une baisse importante du nombre de ces mariages, une baisse de 60% à peu près entre 2017 et 2024. Un mot peut-être sur ces données. Est-ce qu'elles sont en phase déjà avec la réalité marocaine? Et surtout, que disent ces données de l'évolution du phénomène dans notre pays? Ils disent que l'évolution est très importante. Ils disent que les mentalités changent, que l'attachement des familles au mariage est en train de faiblir. Ils disent aussi qu'il y a une réalité, c'est que aujourd'hui, le nombre d'enfants moyens
au niveau du rural, puisqu'il faut reconnaître que 78% de ces mariages concernent des filles rurales. Ils disent que aujourd'hui, les mères rurales ne font plus beaucoup d'enfants, la moyenne étant de à peu près 3 enfants par femme. Et quand un enfant est désiré, quand une femme a désiré ses enfants, eh bien, ses filles, elle va les protéger. Elle va les marier, elle va les brader quand elle en a fait 8, 10, etc. et qu'elle n'a pas désiré. Mais dès lors que la maman va désirer ses enfants, là, elle va veiller à ce qu'ils aient une vie décente. Et ils disent aussi que la scolarité est en train de gagner du terrain. Les ruraux, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, y compris les filles, rêvent de la scolarité aujourd'hui. C'est véritablement l'objectif ultime des familles. Et quand on pense à scolarité, eh bien, ça retarde inévitablement l'âge du mariage. Bon, ça dit beaucoup de choses, peut-être que ça reviendra dans le débat. L'enjeu, c'est aussi de se demander si ces statistiques sont exhaustives, car elles ne prennent pas en considération les mariages coutumiers, on le sait, qui se pratiquent dans la clandestinité. Oui, les mariages, ils continuent lorsque la fille n'a pas au moins 17 ans. Résolu. Ça continue, ça peut continuer. Mais personne ne peut vous dire quelle est l'intensité de ces mariages, le nombre exact. Mais ce qui est sûr, c'est que tout prête à la conclusion suivante, c'est que c'est en pleine diminution. Et ça ne pourrait être que en pleine diminution. Je pense que dans 4-5 ans, ça va être un sujet qui n'aura plus autant d'importance aujourd'hui. Rizal Mamouni, vous êtes avocate, je le rappelle, militante féministe. Je vous interpelle également sur ces données. Peut-être un commentaire sur ces récentes statistiques dévoilées par le ministère de la Justice. Et peut-être j'ajouterai la justification et le commentaire plutôt du ministre de la Justice, Abdelatif Fouabi, qui dit que cette baisse serait selon lui liée à une question, je le cite, à une question de culture et de prise de conscience. Et puis le ministre dit même que le fait que le levier législatif ne suffit pas à ses yeux pour éradiquer le phénomène. Est-ce que c'est un discours qui fait sens face aux réalités que vous rencontrez sur le terrain? Alors, deux éléments de réponse donc à votre question. Il y a d'abord une question de prévalence, en tout cas en termes de chiffres. Alors certes, on constate une diminution, mais on a toujours, selon l'UNICEF et le HCP, donc un organe gouvernemental, quand même 14% des femmes de 20 à 24 ans qui ont été mariées avant 18 ans entre 2006 et 2022. 1% avant 15 ans. Et il y a aussi quand même, il y a une baisse des demandes en fait, parce qu'on a 17 000 demandes, mais quand même 64% qui sont toujours acceptées, 78% en zone rurale comme l'a dit Soumeya à juste titre, et donc moins 17% seulement pour 2023. Après, la question qui se pose, c'est aussi celle du mérite en fait. Donc à qui revient le mérite de cette baisse? Je pense en tout cas certainement pas à des politiques publiques, certainement pas à une volonté gouvernementale, peut-être à une évolution de la société en tant que telle, certainement aussi à l'action de la société civile, aux campagnes de sensibilisation, aux campagnes sur le terrain, en zone rurale particulièrement, pour sensibiliser, pour faire changer les consciences collectives et faire comprendre à ces femmes que le mariage n'est pas une fin en soi, n'est pas une bouée de secours, n'est pas une sortie, n'est pas une solution à des problématiques économiques. Donc si mérite il y a, eh bien il reviendrait plutôt à ces activistes-là et pas forcément une action gouvernementale qui quand même brille par son absence. Et puis la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que c'est pas parce que c'est en diminution qu'on doit croiser les bras et s'auto-congratuler ou se gargariser d'un quelconque succès. Ce n'est pas un succès. Il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de filles qui sont privées, pour moi, d'avenir, privées de scolarité et surtout privées d'indépendance économique, parce que le cœur du sujet est là. Pour moi, le mariage des filles doit aller de pair avec l'étude de la question de l'indépendance économique qui permet de sortir de situations de violence, qui permet de sortir de situations abusives, et donc priver des filles qu'on marie jeunes d'une scolarité, d'exercer un métier et d'indépendance, c'est aussi les priver de ces recours ultérieurement. Rizal Mamouni qui déplore l'absence du politique quand on aborde ce sujet très sensible qui est celui des mariages de mineurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Le politique, il faudrait le déterminer. Il y a tout le côté législatif qui a instauré des droits.
il y a eu des dérogations qui ont été accordées, certes, qui ont été contestées et qui ont été freinées, je dirais, énormément freinées. Mais moi, je voudrais dire ceci, je voudrais ajouter un 3 élément. J'ai parlé de la scolarité, du nombre moyen d'enfants par femme, mais il faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a un élément très, très important, c'est celui d'Internet, qui fait que, vous savez que la majorité, c'est 95% de la population âgée de plus de 5 ans qui a un smartphone et qui est connectée au moins par occasion, si elle l'est pas tout le temps. Et le fait que ces filles rurales également soient connectées font qu'elles ont d'autres rêves, parce que même elles rêvent de mariage, c'est sûr et certain, mais elles vont vouloir choisir le mari, choisir les conditions, et donc tout ça, ça fait qu'elles retardent. Quand elles vont avoir un prétendant à 14-15 ans, elles vont s'opposer parce que ce n'est pas leur idéal par rapport à ce qu'elles voient sur Internet, Facebook, les films aussi, coréens, indiens, et j'en passe. Ça aussi, c'est très important. Maintenant, le politique, oui, dans la mesure où il y a une législation, dans la mesure où on est en train d'encourager la scolarité. Et c'est la scolarité, pour moi, est un élément très important qui va freiner, qui va donner la prise de conscience des rêves très, très importants. Les filles rurales vont rêver d'être diplômées, elles vont rêver d'émancipation financière, etc. Et leurs parents aussi. Les mères sont conscientes aujourd'hui, même quand elles ont été sacrifiées à 15 ans, même quand elles sont analphabètes, elles poussent, elles nourrissent le rêve chez leurs filles d'être autonomes, d'aller vers, et au lieu de se marier. Maintenant, si vous permettez, je voudrais dire ceci, c'est qu'il nous est très aisé aujourd'hui, nous, installés ici de milieux socio-économiques où on est à l'abri, à la sécurité. En ville, il nous est très, très facile de converser sur ces sujets. Je pense que des fois, il va falloir qu'on se mette à la place de ces ruraux. Il faudrait qu'on se mette à la place de ces familles rurales qui se retrouvent aujourd'hui avec 4-5 filles, qui ne sont pas scolarisées, qui ne ramènent pas de l'argent au foyer, et avec la sécheresse qui a appauvri les familles, avec des pères aujourd'hui et des mères qui sont de plus en plus dans la difficulté de donner à manger à leurs filles. Et aujourd'hui, quand vous posez la question au père rural, vous lui dites allez, je te dis, pourquoi tu la maries? Il va vous dire elle n'a rien à faire. Et quand un rural vous dit c'est vraiment, elle est là, le pain coûte quelque chose qu'aujourd'hui les parents ruraux ne peuvent pas toujours assumer. Et je voudrais attirer, ce n'est pas pour justifier ces mariages, mais pour dire que parfois on a besoin d'aller retracer le problème, le replacer dans son contexte pour comprendre, parce qu'on a tendance à culpabiliser, à condamner les parents, la mentalité. Non, il y a une réalité et il faut qu'on en tienne compte. Rizlan Mamouni, peut-être une réaction avant de passer à la suite. Effectivement, il y a un contexte à prendre en compte et peut-être un fautif à trouver. Et c'est certainement pas les parents, c'est certainement même pas un fautif. Quelqu'un c'est pour analyser, voilà. Pour analyser, mais à qui incombe la situation du mariage des mineurs. Je dis pas. Pour moi, l'État a ce rôle aussi de couvrir toutes les zones, y compris rurales, de scolariser les filles, y compris rurales, c'est-à-dire de mettre en place des écoles qui soient dotées de toilettes. Enfin, c'est un b.a.-ba en fait, parce que beaucoup aussi de pères refusent de scolariser leurs filles parce qu'il y a un problème de danger, parce que l'école est très loin, parce qu'il y a un problème de salubrité qui se pose. Maintenant, dire que le fait de prendre en compte ce contexte qui est une réalité que personne ne nie, eh bien on doit le prendre en compte et tendre vers l'acceptation ou la compréhension. C'est absolument pas Rizlan que j'ai dit. De l'autre. Je dis pas ce que vous avez dit, mais ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et j'aimerais vraiment y répondre de manière générale sur ce point-là. J'ai bien entendu. Mais le fait de dire on doit sauver ces filles de la pauvreté, donc on doit accepter leur mariage, c'est hors de question. Ce n'est pas du tout simplement hors de question. Je vous laisse répondre. Et voilà, et c'est au contraire en fait. Pour moi, ces personnes-là, autant la loi prévoit des dérogations pour permettre aux juges d'autoriser des mariages qui soient pour des filles donc qui ont moins de 18 ans, il faudrait aussi des dérogations pour autoriser le mariage après 18 ans, une fois qu'on a acquis une véritable émancipation, parce que ça va de pair avec ça pour moi. 18 ans, c'est pas un âge, c'est pas juste un âge symbolique, c'est l'âge du bac, c'est l'âge donc où on peut rêver à des études supérieures ou pas à une formation, mais rêver à de l'indépendance économique. Et pour moi, l'indépendance économique, c'est la mère de toutes les libertés. L'indépendance économique, c'est ce qui permet à une femme de sortir de situations de violence ou de situations abusives. Et l'indépendance économique, c'est aussi ce qui permet l'émancipation au sens large. Et c'est cette émancipation
qui peut ensuite permettre ou pas un mariage. Et on rappellera qu'une institution comme le CESE, le Conseil économique social, le Conseil supérieur économique, social et environnemental, voilà, n'a eu de cesse d'appeler justement à l'interdiction formelle des mariages des mineurs, et il a fait d'ailleurs à travers 2 rapports, il me semble, un publié en 2020 et puis le suivant en 2024, il a fait un état des lieux détaillé de la progression des mariages des mineurs au Maroc. Il a également détaillé les conséquences aussi désastreuses de ces mariages qui alimentent encore plus cette précarité que vous venez dont vous venez de parler. Les conséquences tant au niveau physique et mental. Si on a interdit le mariage jusqu'à 18 ans, c'est qu'il y a des raisons valables, y compris des raisons de santé mentale et physique. Ça ne se discute absolument pas. Mais ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il y a une situation que les citadins peinent à percevoir, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons encore de ces demandes. Et puis moi, je pose des questions, je dis, si ces filles, on va les marier parce qu'elles sont inutiles, je le mets bien entre guillemets, elles sont inutiles aussi parce que la technologie a fait que la main-d'œuvre féminine a été dépréciée à la campagne. C'est-à-dire que l'eau a été rapprochée des foyers et les filles ne sont plus obligées, par exemple, aller ramasser les brindilles pour le bois. Il faut prendre tout cela en considération, qui fait que même le confort relatif a fait que dans une famille, une fille n'a plus d'utilité, c'est-à-dire d'être précieuse en tant que main-d'œuvre pour ses parents la maintiennent quand elle n'est pas scolarisée. Maintenant, nous savons que la scolarisation touche pratiquement 100%, mais nous savons aussi qu'il y a un décrochage scolaire. Et là où moi je pourrais dire oui, l'État a un rôle à jouer, c'est toutes ces filles-là et ces garçons aussi qui décrochent. Qu'est-ce qu'on fait d'eux quand ils décrochent à 10 ans, quand ils décrochent la première, deuxième, troisième année, par exemple, du collège? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Eh bien, on ne fait rien d'eux, aucune possibilité de reconversion. Ce sont à la campagne, les femmes rêvent d'avoir un métier, et les coopératives ont fait un travail fabuleux d'autonomisation des femmes. Mais dans toutes les régions du Maroc, il n'y a pas cette possibilité. Et moi je dis, lutter contre le mariage précoce avant 18 ans, oui. Mais pour moi c'est facile de dire ici oui ou non. Mais qu'est-ce qu'on propose comme alternative pour ces filles pour qu'elles puissent avoir une autonomisation et au moins un espoir de pouvoir gagner un petit peu d'argent en produisant quelques produits? Parce que voilà, ce qui peut aller contre, ce qui peut vraiment freiner ces mariages, c'est l'autonomisation des femmes. C'est le fait de se dire je ne suis pas inutile. Je peux être productive, je peux aider ma famille, je peux avoir un petit capital. Et ces filles-là, dès qu'elles sont, par exemple, au niveau des coopératives, vous êtes sûr que ni leur famille, ni elles-mêmes ne penseront à se marier avant 18 ans. En tout cas, on peut être d'accord pour dire que la réponse à cette inutilité ou à cette précarité économique des femmes n'est certainement pas le mariage. Absolument pas. Ah oui, non, on est d'accord. On est d'accord. Et là, on parle précisément parce qu'il y a, encore une fois, et c'est important de le rappeler aujourd'hui, il y a plusieurs catégories dans ces mariages de mineurs. C'est-à-dire qu'il y a des mariages à visée économique, ça concerne des familles en situation précaire, et il y a aussi ces fameux mariages de réparation. Et là, on entre dans la dimension des violences sexiste et sexuelle, Rizan Mamouni. Pour moi, on peut catégoriser. Avec, je le repointe, l'affaire Amina Filali, absolument, qui avait justement rappelé l'ampleur du phénomène au Maroc. Oui, le travail de catégorisation sociologique est très très important et même essentiel, et je le laisse aux sociologues. Mais pour moi, autoriser un mariage de mineurs, quelle qu'en soit la raison, et à plus forte raison quand il s'agit d'un mariage entre guillemets réparateur, c'est-à-dire à la suite, disons-le, d'un viol, et qu'on marie la fille à son violeur pour diverses raisons, donc sociologiques, c'est rien d'autre que de l'exploitation sexuelle. Ce n'est rien d'autre qu'un permis d'exploiter sexuellement cette femme et de l'exploiter aussi par le travail qu'elle va fournir à la maison au profit de cet homme. Travail gratuit, qu'elle va fournir dans cette maison et au bénéfice de cet homme qui va l'exploiter finalement toute sa vie. Donc ce n'est rien d'autre que ça. Je disais tout à l'heure que 18 ans, c'est pas juste un âge symbolique. 18 ans, c'est quand même pour moi qui suis juriste, c'est l'âge où l'État considère qu'une personne est apte à prendre des engagements juridiques, c'est-à-dire à signer des contrats, à voter, à passer le permis. Et pour moi, c'est complètement absurde et incompréhensible de dire que ce même État considère qu'une personne ne peut rien
faire de tout ce que je viens de citer, mais qu'elle est capable de prendre en charge des responsabilités familiales, des relations sexuelles, des grossesses, de l'exploitation sexuelle, de l'exploitation par le travail, donc de l'esclavagisme, en d'autres sortes, tout ça parce que finalement ce mariage en surface comble une lacune de l'État, parce que l'État n'arrive pas à inscrire l'ensemble de ses citoyens, qu'ils soient citadins ou ruraux, dans une forme d'égalité ou au moins de non-précarité, c'est-à-dire que les besoins les plus primaires soient subvenus. Excusez-moi, vous avez parlé de mariage précoce, de réparation, vous avez parlé de viol, mais il n'y a pas que les viols. Il y a même les relations consenties entre adolescents et adolescentes. Et quand les parents se rendent compte que leur fille a perdu sa virginité, il faut dire les choses comme elles sont, ou alors qu'elle est tombée enceinte, alors qu'elle n'a pas encore 18 ans, là se pose encore une fois la question des dérogations, que je ne défends absolument pas. Moi, je mets la réalité que je connais, que je vais chercher au fin fond de la campagne et des montagnes, et je vous dis, on en fait quoi? Et il m'est arrivé de voir des familles, effectivement, où la fille à 16 ans est tombée enceinte. On en fait quoi? Alors, ce qu'ont fait les ruraux, ils vont leur faire le fatha, le mariage par orf, ils vont les laisser vivre ensemble, l'enfant va arriver au monde, et quand la fille va avoir presque 18 ans, là, ils vont demander une dérogation, et c'est là où ils vont passer par la ruse pour que l'enfant soit reconnu par le père. Absolument. C'est des situations, il n'y a pas que les viols. Incroyable, les liens qu'il y a entre le code pénal et la mudawana. Vous avez parlé de relations sexuelles consenties, donc entre mineurs ou entre majeurs d'ailleurs. Et parlons-en aussi l'interdiction et la pénalisation de l'avortement. L'avortement n'est pas une option au Maroc, même en cas de viol ou d'inceste. Même en cas de viol ou d'inceste, il faut quand même le dire, c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et tout cela nous vient d'un code napoléonien, d'un code qu'on a hérité du colon, parce que c'est un code d'inspiration catholique, et il n'y a que dans le catholicisme où on considère que Dieu insuffle la vie quand un spermatozoïde rencontre un ovule. Dans les courants du droit canonique islamique, les 4 courants, je pense qu'à peu près 3,5 considèrent que l'avortement est OK et qu'ils divergent sur des questions de délai. Le rite malékite étant le plus sévère sur ça, mais encore des théologiens du rite malékite de plus en plus commencent à considérer que c'est quand même OK, et que il y a une question de délai, ce qu'on n'a jamais contredit, nous défenseurs et défenseuses du droit à l'avortement. Mais ces interdictions, ces lois liberticides que sont donc l'interdiction des relations sexuelles hors mariage et l'interdiction de l'avortement sont en lien direct et ont un impact direct sur la mudawana, et on en arrive à un serpent qui se mord le queue, où on nous dit, pas vous, Madame Namengssos, mais beaucoup de personnes qui s'opposent à l'interdiction du mariage des mineurs, mais en même temps aussi à la dépénalisation des libertés individuelles, et qui nous disent, finalement, il faut autoriser le mariage des mineurs parce qu'elles tombent enceintes. Non. Légalisons l'avortement, légalisons les relations sexuelles hors mariage. Pourquoi est-ce qu'on va emmener des gens en prison à cause de ça, et donc faire subir, puisque c'est souvent des femmes, leur faire subir une violence juridique, une violence judiciaire par la prison, et en plus une violence sociale et familiale, parce que quand les filles sortent de prison, c'est la honte dans tout le village, dans toute la famille, dans tout le voisinage. Et la solution, elle est là aussi, elle est là, et on veut pas entendre parler de ça, et en même temps on nous dit non, vous encouragez le facet, non, permettons le mariage des mineurs. Deux points avec vous, Soumaïa Namengssos. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que l'on vit dans un pays où la justice, en tout cas sur ces questions liées au mariage des mineurs, à la question aussi de la pénalisation des relations sexuelles hors mariage, et aussi les peines prévues en cas de viol, est-ce que vous avez l'impression que la justice aujourd'hui est en phase avec l'évolution de la société marocaine? Et puis deuxième point, est-ce qu'on peut aussi désenclaver ce débat du clivage progressiste, conservateur? Vous savez, je ne veux pas avoir cette naïveté de me dire que quand une loi est promulguée, elle change les mentalités. Vous n'allez pas être d'accord avec moi. Elle ne peut pas les faire reculer. Non, pour moi, c'est le débat de la poule ou l'œuf. Non, absolument pas. On n'est pas du tout dans ce débat. Ce que je veux dire, écoutez, il y a des traditions et des pratiques qui sont exercées depuis des siècles et des siècles.
On est à la campagne, on l'a vu, c'est la majorité écrasante. Et quand on vient en ville, pour les citadins, il faut pas oublier que souvent ce sont des ruraux fraîchement urbanisés, parce qu'on oublie de parler du facteur exode rural, qui est très important. Et c'est pas parce qu'une loi est promulguée aujourd'hui, parce que vous et moi et nous tous et la société civile progressiste, on a bataillé, que du jour au lendemain, ça va changer toute la réalité des populations à qui elles s'adressent. C'est vraiment de la naïveté. Maintenant, je ne justifie pas, encore une fois. Je suis réaliste, je fais mon rôle de personne, de sociologue qui va sur le terrain, qui relève la réalité et que je présente à des personnes qui sont dans des bureaux et qui pensent qu'il suffit d'une baguette magique pour changer les mentalités. C'est impossible. Il faut aller sur le terrain, il faut parler aux gens, il faut traverser les rivières, il faut monter, il faut aller dans les hauteurs. Mais alors ma question précisément, oui. Soumia, c'est pourquoi on n'avance pas? Est-ce que cette réalité dont vous parlez, est-ce qu'elle est invisible au niveau des médias? Est-ce qu'elle est ignorée par nos élites politiques? Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'elle est ignorée? Parfois, oui, elle est ignorée parce que les personnes qui font les lois dans des bureaux feutrés ne vont jamais sur place pour voir la réalité. Oui. Et une fois qu'on est sur place, c'est là où on se rend compte qu'il y a un déphasage. Pour la Moudouana, pour la nouvelle réforme de la Moudouana, les ONG, les acteurs de la société civile ont été consultés également. Je parle des politiques, je ne parle pas de la société civile. Je ne parle pas du tout des acteurs des associations qui, eux, sillonnent le Maroc, etc. Oui. Hein? Mais je dis, pour un petit peu reprendre ce que Rizlan a dit, c'est que c'est pas parce qu'une loi aujourd'hui a été promulguée que demain on va plus marier les filles. Par contre, il y a toute une réalité et c'est là qu'on devrait intervenir. Si une loi intervient pour interdire le mariage des mineurs, il y aura plus de mariage des mineurs, en tout cas autorisé par les juges. Il y aura peut-être des mariages coutumiers et il faudra... Donc, non, mais pardon, je vais juste finir là-dessus. Donc, on arrête les dérogations, premièrement. Oui. Premièrement, on arrête les dérogations. On arrête les dérogations par une loi quand même. Je vous laisserai répondre, on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'il y a eu cette loi que les mentalités du jour au lendemain vont changer. C'est impossible. C'est pas parce qu'il y a une loi que le père rural qui est précaire, quand on va venir demander sa main en mariage, qui va pas se dire à Darsra, il faut absolument qu'elle y aille. Sinon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a maintenant, si on a envie de pousser plus, moi, j'irai vers la pénalisation de ceux qui marient les filles avant 18 ans. Et les maris et les parents. Moi, je suis pour cette... Là, je dirais, OK, nous avons assez d'intervenants du ministère de l'Intérieur sur place pour savoir qui a marié. Aujourd'hui, pratiquement, les livrets d'état civil, pratiquement, sont généralisés. Les cartes nationales sont généralisées pratiquement. Moi, je serais pour la pénalisation. Tu as marié ta fille avant 18 ans, tu es contre la loi, tu es pénalisé. Et ça, ce serait un levier. Que symboliquement. Voilà. Ne serait-ce que symbolique. Mais à côté de ça, des peines dissuasives. Des peines dissuasives. Mais à côté de ça, il faudrait que ces filles-là aient leur chance d'autonomisation. Qu'on les laisse pas chez leurs parents à ne rien faire inutile. Absolument. On doit leur donner la possibilité de réussir à une insertion socio-professionnelle. On est d'accord sur le fond. Je suis entièrement d'accord avec vous que la loi n'est pas une baguette magique et ne va pas résoudre les problèmes sociologiques de fond. Maintenant, je refuse de attendre que le dernier Marocain dans sa zone rurale ou dans son bureau feutré ou sur la Lune accède à la lumière et tout à coup soit enfin convaincu par du bon sens, par des principes universels de droit et de protection de l'enfance pour que on change enfin la loi. Non, parce que la loi est aussi un outil et un levier de changement des consciences collectives. Je n'aime pas le terme changer les mentalités parce que chacun est libre d'avoir la mentalité qu'il veut. Et la loi est là aussi pour encadrer, pour dire que quelle que soit ta mentalité, toi, le père rural, parce que on a aussi des stéréotypes qui veut marier sa fille. Ben non, parce que la loi dit non. Et il y aura plus de mariage consenti quand la loi dira non. Et quand en plus, comme vous le suggérez à juste titre, et on est pleinement d'accord là-dessus, quand en plus on va pénaliser le père, la mère, toute personne qui participe de près ou de loin à un mariage coutumier d'une mineure, et là, ça va encore plus participer à changer ces consciences collectives. Tout à fait d'accord. Et autre chose que j'aimerais ajouter, évidemment, je vous rejoins sur le fait de dire que évidemment c'est pas suffisant et qu'il faut des politiques publiques de sensibilisation
de scolarisation, de raccordement à l'électricité, à l'eau, tout ce que vous voulez. L'électricité est quasi générale au Maroc. Alors, on en parle plus les toilettes, en tout cas, ça manque dans beaucoup d'écoles en zone rurale. Mais je vais vous dire une chose. Pour mettre en place ces politiques publiques, il faut une volonté politique décuplée parce qu'il faut un budget, il faut des moyens, il faut assortir ça, voilà. Il faut mettre une ligne dans l'Excel de la loi de finances pour chaque année. Alors que pour changer une loi, il faut 0 dirham. Il faut juste une volonté politique et il faut que nos parlementaires fassent leur travail. C'est tout. Ça n'engage absolument rien. Et une fois qu'on fait ça, il y a même pas d'ordre. Il y a pas de priorité. Je refuse le débat sur la priorité. Faisons les deux ensemble. Et se poser la question, on perd son temps à se poser la question de est-ce que la loi doit précéder les mentalités ou est-ce que les... Personne ne l'a posé. Ce n'est pas moi qui l'ai posé. Non, ne vous chantez pas du tout dans ce débat. S'il vous plaît. Okay, c'est parce que vous dites des choses qui me font penser à un discours malheureusement qui est dominant avec le backlash masculiniste, qui est d'ailleurs international. Et c'est aujourd'hui aussi une tribune et un outil aussi pour répondre à ces remarques qui nous viennent un petit peu de partout. Absolument. Et Rizal Mouni, vous évoquez le rôle justement de nos parlementaires. Peut-être que Soumaï, j'anticipe votre réponse. Peut-être que Soumaï Namen Goussous vous dirait, il faudrait peut-être qu'ils aillent sur le terrain aussi. Il faudrait qu'ils aillent le terrain hors des périodes électorales, des campagnes électorales, écouter un petit peu plus la population. Faire en sorte que l'on connaisse mieux le terrain, parce que nous ne connaissons pas. Vous allez vous dire oui, c'est parce que je suis sociologue que je dis cela. Non, nous manquons déplorablement d'études sur le terrain pour pouvoir justement avoir des lois qui soient réellement adaptées. Et j'ai des exemples énormes. Je vois de ces anecdotes quand je suis au niveau du rural, des déphasages, ne serait-ce qu'au niveau par exemple des programmes scolaires, etc. Des déphasages extraordinaires où parfois tu as envie de prendre la personne, de lui dire mais viens voir la réalité, elle est pas chez toi dans ton bureau, elle est là, elle est ailleurs. Et on ne peut pas avoir de loi qui soit réellement adaptée et qui puisse être justement atteindre les objectifs que l'on s'est fixés sans réellement connaître la réalité et surtout sans voir l'impact. Nous ne faisons jamais d'études d'impact. Nous n'avons aucune étude d'impact sur justement l'application de ces lois, même de la Moudouana et la Akhéré. Nous avons besoin de voir cette réalité, un miroir qui nous permet justement de mieux orienter les lois. Et c'est ce qui peut faire avancer beaucoup plus vite les mentalités, parce qu'on a besoin de les faire avancer. Un mot, mesdames, sur la réforme annoncée en décembre 2024. On en parle si peu en ce moment. Rizal Mouni, Soumaïa, vous parliez de campagne électorale il y a quelques instants. On a le sentiment que c'est un sujet périphérique, quasi inexistant. Mais en tout cas, est-ce que vous espérez qu'elle impulsera quand même un changement majeur? Oui, évidemment, on espère et nos attentes sont très très élevées. Et comme je dis souvent, en tout cas, nous à Kif Baba, ce qu'on attend de cette réforme, c'est une égalité parfaite en droit et en devoir entre les hommes et les femmes, ou entre les pères et les mères, puisque nous parlons de Moudouana. Après, en termes de calendrier, on est en pleine année électorale. On est à 1 an des élections législatives. Je me rappelle à l'annonce donc de cette réforme, on a vu il y avait à boire et à manger sur les réseaux sociaux en termes de fake news, d'analystes juristes qui se sont inventés, qui sont réveillés du jour au lendemain pour diffuser des informations complètement fausses, pour effrayer l'opinion publique en disant mais attention, demain en cas de divorce, ta femme va partir avec la maison, puis elle va ramener son nouveau mari et toi bref, vraiment il y avait à boire et à manger, et je soupçonne qui est derrière ça. Il y a eu en gros, pour résumer, beaucoup d'appropriation et beaucoup d'exploitation de cette réforme à des fins électoralistes, mais politico-politiciennes au sens très petit du terme. Donc, est-ce que, moi, dans le mouvement, chez mes camarades féministes, on est chacune on n'est pas toutes d'accord sur ça, mais moi, on a tellement attendu que personnellement, et c'est un avis très personnel, je n'ai pas forcément envie de risquer une réforme si
si importante pour le pays qu'elle soit mise en jeu dans les mois, les semaines qui viennent à une année des élections. Donc c'est peut-être mieux de temporiser, c'est ça? Voilà, temporiser, mais ça veut pas dire rester les bras croisés. Ça veut dire pendant cette année sensibiliser sur les questions de constitutionnalité, par exemple. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose que les juges oublient quand on plaide dans les tribunaux et qu'on invoque la Constitution. On se prend des vents, c'est-à-dire que les juges ne répondent pas aux moyens qu'on soulève dans leur jugement. Pour eux, la Constitution n'est pas un texte applicable. Les conventions internationales, c'est de la pure cosmétique, et ils s'en tiennent uniquement aux lois et à une lecture très rigoriste aussi de ces textes-là. La volonté d'interprétation, l'interprétation qu'ils font de ces textes, elle va dans un sens qui est, je dirais même pas conservateur, qui est d'extrême droite, parce qu'il faut nommer aussi les choses. On parle de conservateurs versus les progressistes. Ces gens-là sont d'extrême droite. Il faut aussi nommer les choses. Certes, ils sont très imprégnés, ils utilisent, et c'est une recette qui marche depuis des siècles, ils utilisent la religion à des fins de domination, à des fins patriarcales, et ça leur marche. Mais aujourd'hui, le véritable nom, c'est de l'extrême droite. Et moi, j'ai envie vraiment de plaider pour la Constitution, pour le contrôle de constitutionnalité des lois. C'est en train de bouger, mais très, très timidement. Et ça fait 14 ans qu'on attend. Ça fait 14 ans que 99% des Marocains ont voté favorablement à cette Constitution qui nous garantit l'égalité, qui garantit et qui oblige l'État à assurer une égale protection à tous ses enfants, quelle que soit leur situation familiale ou leur situation sociale, donc rurale comme citadin, etc., et qui reste lettre morte, à défaut, voilà, en l'absence de cette loi organique sur le contrôle de constitutionnalité qui nous permettrait de résoudre beaucoup de problèmes, parce que la Moudawana de 2004 étant précédant la Constitution de 2011, et ben mathématiquement, elle n'est pas conforme à la Constitution de 2011, et sans outil de contrôle de constitutionnalité, ben on peut rien faire, on est obligé d'attendre. Dans l'une de vos tribunes, Soumaïa Namansous, en date de 2022, il me semble, publiée chez nos confrères du 360, vous dites, je vous cite: ce n'est que récemment que le mariage a été élevé à l'âge de 18 ans, et vous rappelez des exemples en 2006 en France, en 2005 en Espagne, où le juge peut autoriser une adolescente de 14 ans à se marier. 2017, l'État de New York, vous le rappelez également, a relevé cet âge de 14 à 18 ans. Et puis vous poursuivez un peu plus loin, et je continue à vous citer, vous dites que le phénomène durera encore quelques décennies avant de disparaître avec les efforts, dites-vous, des ONG et de l'État, un système éducatif performant et l'évolution des mentalités. Fin de citation. Est-ce qu'on peut y lire une forme de résignation, tiens, dans cet extrait de votre tribune? Et je pousserai le questionnement plus loin. Je le disais, vous êtes sociologue, vous êtes également militante associative. Est-ce que vous avez le sentiment que on a vraiment du mal à mobiliser les opinions autour de ces questions? Pas autour de la question du mariage précoce. C'est vrai qu'il y a un courant qui est là pour vous dire que le mariage permet de lutter contre la fornication et qu'il vaut mieux marier les filles on retourne finalement au Moyen-Âge avec l'éveil sexuel, c'est-à-dire la puberté. Il y a ce discours aujourd'hui qui est véhiculé bien sûr par les réseaux sociaux, lesquels réseaux sociaux sont envahis, utilisés, manipulés par certains obscurantistes, mais ne le sont pas assez par des gens comme vous, comme Rizlan et comme moi. Malheureusement, il y a un vide. On se rend compte, ou alors en tout cas une faiblesse. Vous avez parlé de la réforme de la Moudawana qui a donné lieu à toutes sortes de dérives, de dérision, d'humour, etc., qui a fait que aujourd'hui, on va vous dire, on ne se marie plus, les hommes, on va plus se marier à cause de la Moudawana. Pourquoi? Parce qu'il y a une désinformation, parce qu'il n'y a pas communication. Dès qu'il y a eu la réforme, vous avez ces obscurantistes qui sont partis vers des campagnes de communication, et ceux qui étaient pour la réforme n'ont absolument rien fait parce que nous manquons, nous n'occupons pas, il faut le dire. Peut-être c'est par manque de moyens, etc. Pas assez l'espace. Nous ne remplissons pas cet espace, et donc il y a un déséquilibre. Alors, pour revenir à votre question, ce n'est pas, pour moi, c'est du réalisme. Et ce n'est pas du tout
le fait d'accepter une situation de paix, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, je suis contre. Vous savez, j'ai beaucoup fréquenté la campagne. Et j'ai toujours, déjà gamine, j'avais 10 ans, et je voyais des filles de mon âge à la campagne, qui étaient à 11 ans et 12 ans enceintes, ou déjà mères, et c'était pour moi quelque chose véritable. Ça m'a traumatisée, ça a été une douleur, et quand je pense encore aujourd'hui à ces filles que je vois parfois à 15 ans enceintes ou traînant des enfants, je dis c'est c'est criminel. Juste pour vous dire. Mais, en tant que sociologue, je suis obligée de décrire la réalité, de vous dire, voilà ce qui se passe. Nous, on a tous envie que les choses changent. Mais il y a une réalité qui est là et qui tire vers le bas. Et c'est pas moi qui l'ai faite, cette réalité. Si ça dépendait de moi, si j'avais une baguette magique, toutes les filles à 18 ans seront scolarisées, elles seront pas mariées, elles auront des loisirs, elles seront épanouies, etc. Mais, en tant que sociologue, je suis obligée d'être réaliste. Voilà. On a égrené une série de possibilités, de pistes d'évolution. On a parlé de renforcement de sanctions, de pénalisation des mariages de mineurs. Vous avez également évoqué, Rizlan Memouni, les questions des campagnes de sensibilisation, les politiques de soutien aux familles vulnérables. Et puis, il y a un point peut-être que j'aimerais bien relever avec vous aujourd'hui, c'est peut-être la formation des juges. Alors moi je vais dire ce que je connais, mais c'est vraiment une Pourquoi question. Je vous interpelle sur ce point, je le rappelle à titre d'information, c'est parce qu'ils accordent beaucoup trop d'autorisation et que ces dispositifs justement dérogatoires ouvrent la porte à... Écoutez, moi, j'interroge la sociologie des juges. Je pense que vous allez beaucoup à la campagne, aller aussi dans les tribunaux. Il nous faut toute une émission pour ça. Ah non, oui, c'est un vaste sujet, mais avec tout le respect que je dois à l'institution judiciaire, j'interroge vraiment la sociologie de ces professionnels. Je m'interroge sur le fait qu'ils refusent aussi cette interprétation pourtant établie dans la Constitution, dans son préambule, dans les discours du roi, dans les conventions internationales ratifiées par le Maroc, et que il y a une tendance à toujours aller interpréter les textes, la lettre des textes, que ce soit la Moudouana ou le code pénal, vers ce qu'il y a de plus rigoriste. Et attention à la question de la sensibilisation des juges est aussi évoquée par le ministre, par le ministre de la Justice par Sa lui-même. Majesté, dans son discours en 2022, il a pointé du doigt des dérives dans l'application des textes. En 2004, on croyait que c'était une révolution, la Moudouana, mais on arrive à des choses, à des jurisprudences qui sont contre-allégales, enfin qui sont absolument pas prévues dans les textes. Je pense par exemple à la Moutia, donc qu'on dénonce par ailleurs, mais qui est une somme d'argent qui peut équilibrer aussi par exemple la non prise en compte du travail des femmes au foyer, mais qui est donc due par l'époux en cas de divorce. Eh bien, les juges refusent systématiquement d'octroyer à la femme ce montant lorsque c'est elle qui demande le divorce. Et ça, c'est écrit nulle part. Ça, c'est écrit nulle part. Ça, c'est de la sociologie des juges. Et c'est devenu une jurisprudence constante que tous appliquent, et toutes aussi, les juges femmes. C'est un Moi, je pense qu'on devrait réellement revoir la formation. On devrait revoir la formation des juges, parce que parfois on leur demande certains actes ou interventions qui ne relèvent pas de leur fonction. Je donne 2 exemples. Quand ce juge, un père va venir pour une dérogation de mariage pour sa fille, et que le juge regarde la jeune fille pour évaluer si elle est apte à quoi? À avoir des relations sexuelles, leur mari. Qu'est-ce qu'on a demandé? C'est ça, en fait. Il projette son propre désir sur cette fillette. Moi, je dis, à la limite, c'est la fille qui va se mettre debout. Mais c'est du voyeurisme pour moi. C'est horrible. Oui, c'est pas le rôle du juge de faire ça. On lui demande finalement, on lui donne des rôles qui ne lui incombent absolument pas, ni dans sa formation. Je donne un autre exemple qui est peut-être hors sujet. Dans les divorces, quand il y a muhawalat sulh, par exemple, que le juge, il y a cet essai de réconcilier, le juge n'a pas été formé pour ça. Il n'est pas intermédiaire, il n'est pas conseiller conjugal. Et pourtant, on va le lui demander, il va le faire. Bon, il va le faire n'importe comment, parce que c'est un métier que de faire de l'intermédiation. Et je pense que ce débat doit être posé, la formation des juges, et puis cerner justement les rôles qu'on leur attribue. On peut pas leur demander plus qu'ils ne peuvent donner par rapport à leur formation. Quand on ajoute le fait qu'un juge
aura la latitude de faire des jugements en fonction de sa mentalité. Et là, c'est le côté subjectif dont on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire? Des lois plus précises. Voilà, des lois très précises qui limitent la marge de manœuvre et la marge d'interprétation des juges. Pour limiter justement cette interférence de la mentalité. Et on le sait, quand une femme se présente, si c'est un juge homme qui est très strict avec les femmes, eh bien, il va être très strict avec elle. Quand c'est une femme qui, elle, est qui peut-être est déjà passée par là, elle va être plus leste. Est-ce qu'on a le droit justement de prendre des décisions juridiques aussi importantes que ça en fonction de mentalité? Et là, le débat doit être sur le tapis. Il ne l'est pas encore. Je m'aventure à poser une question un peu naïve. Est-ce que c'est pas aussi une question générationnelle? Au-delà du clivage conservateur, progressiste, formation, sensibilisation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension générationnelle aussi à ce sujet? Il y a un backlash international, c'est sûr, une montée du conservatisme chez les jeunes au Maroc, et ça a été étudié, donc on a des chiffres pour ça, mais aussi dans le monde entier. Il y a la manosphère qui prospère, sans mauvais jeu de mots, et c'est un phénomène international. Même dans les instances internationales, à l'ONU, on nous dit par exemple, mais il faut vraiment que les associations et les ONG féministes récupèrent du terrain, parce que maintenant on a des coalitions entre le Vatican et les masculinistes. Et ils ont beaucoup de moyens, et ils font passer des idées rétrogrades. On voit aux États-Unis le retour en arrière sur la question de l'IVG. Donc oui, il y a oui, clairement il y a de ça. Ce serait du déni de ne pas le reconnaître. Et c'est pour ça aussi que moi je crois que voilà, la loi ou la constitution, les instruments juridiques permettent aussi de mettre des garde-fous contre ces dérives. Et je pense par exemple à la France qui en 2024 a inscrit l'IVG dans sa constitution. C'est-à-dire que à l'avenir, quel que soit le parti qui vient au pouvoir, c'est inscrit dans la constitution, et c'est un droit qui est protégé. Et la force de la norme juridique permet en tout cas de faire perdurer sur les générations et de lutter contre les changements et les vagues générationnelles de backlash, de progressisme, qui sont, je pense, propres à la nature humaine et qu'on constate depuis des siècles et des siècles. L'avenir, mesdames, optimiste, réaliste? Moi, un mot pour conclure. Moi, optimiste. Optimiste parce que les filles marocaines, la jeunesse féminine marocaine est très bien engagée pour lutter contre les maux dont a souffert la société et les femmes. Regardez ces jeunes filles connectées, même quand elles sont au fin fond de la campagne. Aujourd'hui, il y a cette influence d'Internet, et c'est pour ça que je dis occupons-le. Occupons-le. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas tous les moyens, que ce soit la société civile. Il faut absolument qu'on puisse créer, et c'est à l'État de le faire, une entité qui puisse faire le contrepoids par rapport à toute cette intoxication que nous avons dans les réseaux sociaux. Et à ce jour, ça n'a pas été fait. C'est pas à moi de le faire. Moi, je n'ai pas les moyens. Il faut de gros moyens. Comme les autres ont de gros moyens, et nous savons par qui ils sont financés, il faudrait que l'autre côté qui va faire l'équilibre et qui est réellement là pour avancer le pays, il faudrait qu'il ait le moyen justement d'occuper ce canal qui est très très important. Donc moi, excusez-moi, oui, je suis optimiste. Je suis optimiste aussi parce que beaucoup de jeunes hommes, même quand on a l'impression qu'ils sont un petit peu rétrogrades dans le masculinisme que je mets entre guillemets, il y a quand même une avancée. Ils veulent avancer, et je pense que si on est bien encadré, si cette jeunesse est bien encadrée, moi, je peux avoir des raisons pour être optimiste. Rizla Mamouni. Je partage votre optimisme, voilà, Madame Zouz, et j'irai même plus loin. Cette jeunesse m'inspire. Moi, je les trouve très inspirants, créatifs, un peu insolents, un peu, voilà, et en tout cas très énergiques. Et donc, ils me donnent effectivement beaucoup d'espoir dans structuré, avec une conscience politique réelle, éduquée, etc. Et donc, ils me donnent beaucoup d'espoir. D'autant plus qu'on est plutôt un peuple patriote, je pense, et que je suis convaincue, je pense que c'est une conviction que tout le monde partage, c'est que si ça va mieux pour les Marocaines, ça ira mieux pour le Maroc. Et c'est pas moi seule qui le dis, on a aussi des chiffres qui nous disent que, par exemple, en incluant les femmes rurales dans l'activité, dans le taux d'activité
activité au Maroc, on gagnerait 2,2 points de PIB. C'est quand même pas mal, c'est presque 25 milliards de dirhams. Et je pense que c'est quelque chose qui peut mettre tout le monde d'accord. Il faut que les politiques aient une volonté politique et donc un discours aussi qui permette de convaincre et de présenter les choses comme n'étant pas un danger, parce que l'égalité ou la liberté ou le respect de la vie privée, pour moi, ce sont pas des concepts étrangers à nos traditions positives, à nos valeurs profondes. Et en expliquant ça, vraiment... On n'a pas expliqué, on utilise des concepts qu'on n'explique pas à la population qui vont être repris par l'autre versant pour détruire justement nos arguments. Finalement, on prend les mêmes. Et nous devons véritablement aller dans le sens de projets. Vous dites patriotes, où nous avons besoin de projets de société. Oui, absolument. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu beaucoup pour que la jeunesse puisse y adhérer. Ça sera le mot de la fin, mesdames. Rizlan Mamouni, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes militante féministe, avocate présidente de l'association Kif Mama, Kif Baba. Vous avez récemment publié une tribune, dans les colonnes de Tel Quel, dans laquelle vous évoquez l'affaire de Ibtissam El-Chgar. Absolument, oui, absolument. Dont vous êtes l'avocate. Je fais partie de l'équipe de défense d'Ibtissam El-Chgar et je n'ai de cesse, depuis le début de cette affaire, d'appeler à sa libération immédiate à travers des peines alternatives auxquelles elle est parfaitement éligible, surtout eu égard à son état de santé et qui est vraiment... alarmant. Je rappelle que la semaine dernière, Ibtissam a eu un décèlement total au niveau du coude. Elle porte une prothèse à la suite d'un cancer des os dont elle est survivante. Donc, elle porte une prothèse vieillissante. Elle devait se faire opérer au mois de septembre. Puis, elle a été donc arrêtée depuis. Elle est donc en prison et donc son coude a été complètement décelé. Le décèlement au niveau de l'épaule s'aggrave aussi en détention et le risque, c'est une amputation. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Betty, l'expression qu'elle a portée, et je rappelle, et ça c'est un point très très important, qu'elle a porté à l'étranger, dans un contexte étranger qui n'a rien à voir avec le Maroc, puisque Ibtissam El-Chgar est résidente en France, je ne pense pas que ça mérite de priver cette femme qui a en tout cas le courage de ses opinions. Je ne pense pas qu'elle mérite l'amputation en prison. Ce serait terrible pour elle et pour notre pays, je pense. Voilà. Merci pour ce mot, Rizlan Mamouni. Et cette tribune, je le rappelle, est à retrouver évidemment sur telquel.ma. Soumeya Namen Gsous, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes écrivaine, sociologue, professeure universitaire et puis membre de la société civile particulièrement active, et vous publiez prochainement un livre. Est-il déjà publié? Non, il est en cours de publication. Moi, la fille d'un prisonnier politique. C'est ça. À la croisée des chemins. C'est bien ça. Moi, la fille d'un prisonnier politique, où je raconte avec la voix de la petite fille que j'étais dans les années 60, l'emprisonnement de mon père. Beaucoup de livres ont été publiés par les prisonniers eux-mêmes, mais très peu par les familles des prisonniers. Je publie donc justement cette autobiographie dans un ton avec beaucoup d'autodérision, beaucoup d'humour, mais qui pour moi est très important pour mémoriser cette partie de mon histoire, celle de ma famille et celle de mon père. Merci mesdames d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de ce numéro de Tel Quel Talk. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Clin d'œil à la formidable équipe qui m'accompagne en coulisses, Manal Zainabi et Adam Harshawi du pôle audiovisuel. N'hésitez pas à vous abonner à telquel.ma pour suivre l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. À bientôt.